Cette année, les géopolitiques de Brest se sont penchés sur le soft power par Anaïs Fléché, maître de conférences en histoire à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Oui, eh bien bonjour à tous. J'aimerais commencer par remercier vraiment chaleureusement les organisateurs de la manifestation. Et puisqu'il est difficile de parler de musique sans jamais en écouter, je vous propose de commencer par un petit extrait qui me semble tout à fait symbolique de la place que peut occuper la musique dans les relations internationales. Donc j'espère que la technique sera avec nous. Alors vous aurez reconnu ici Rostropovitch, le grand violoncelliste, qui joue la scarabande de la deuxième suite pour violoncelle de Bach à Checkpoint Charlie, juste après la chute du mur en novembre 1989. Cette image, ce son, est devenu emblématique de la fin de la guerre froide et témoigne du pouvoir d'émotion de la musique à l'échelle internationale. Pour peu qu'on s'y arrête un instant, le langage diplomatique offre de nombreux indices de cet étrange pouvoir de la musique. On parle souvent de concerts européens, d'accords bilatéraux ou multilatéraux, de dissonances ou de couacs diplomatiques, voire d'un rêve d'harmonie mondiale ou d'harmonie internationale tel qu'il est porté et défendu par l'Organisation des Nations Unies depuis 1945. Cette utilisation de la musique comme métaphore de l'action diplomatique n'est pas nouvelle, mais elle remonte au XVIIIe siècle et aux écrits fondateurs de l'abbé de Saint-Pierre, qui, dans son projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe, développe toute une réflexion très intéressante sur l'idée de concert universel. Selon lui, donc selon l'abbé de Saint-Pierre, les puissances européennes de cette époque devaient s'allier face à l'Empire ottoman et agir ensemble pour maintenir la paix en Europe, comme les voix et les familles d'instruments s'accordent dans un ensemble musical. À la même époque, Rousseau, qui était également musicien et compositeur, a utilisé aussi à de nombreuses reprises des références musicales dans ses écrits politiques. Il jugeait toutefois, à l'inverse de l'abbé de Saint-Pierre, que l'idée d'un concert universel était une chimère, car la logique de coopération ne pouvait à terme s'imposer face aux visées stratégiques et militaires des États. Donc qu'elle soit présentée comme une illusion ou comme un projet politique concret, cette image du concert des nations s'est imposée à partir du XVIIIe siècle et a donné lieu à de nombreuses déclinaisons tout au long des XIXe, XXe et XXIe siècles. Je vais vous en donner un petit exemple avec cette gravure satirique qui est parue dans le supplément illustré du Petit Journal, un quotidien à grand tirage à la fin du XIXe siècle, en 1897. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur cette image ? Le concert européen, c'est-à-dire, au fond, ici, une image tout à fait ironique, une utilisation ironique du mot concert, puisque au centre de la gravure sont représentés la Grèce et l'Empire ottoman, qui se battent, les yeux complètement injectés de sang. Je ne sais pas si vous pouvez le voir sur l'écran, mais ils ont l'air vraiment très, très belliqueux. Et derrière ce combat se tiennent les représentants des grandes puissances qui ferment les yeux et jouent une sorte de fanfare pour faire diversion. Et derrière cette fanfare, que voit-on ? Une pyramide avec des armes qui représentent la course aux armements et
tout au fond un petit drapeau avec écrit « paix », et on voit bien que la paix est là très fragile, et ce sont toutes les tensions qui conduiront à l'éclatement de la Première Guerre mondiale qui sont représentées déjà ici, derrière cette idée de concert européen très dissonant, donc à la fin du XIXe siècle. Donc on le voit, le vocabulaire diplomatique utilise depuis longtemps des métaphores musicales. Cependant, c'est depuis une époque beaucoup plus récente qu'on a commencé à s'intéresser au rôle de la musique, non plus comme métaphore, mais comme outil de la diplomatie ou comme élément du soft power. Puisque longtemps, l'art musical est resté absent de l'histoire des relations internationales, qui est conçu traditionnellement plutôt comme l'analyse des rapports politiques, diplomatiques, militaires entre les États. Et quand les internationalistes ont commencé à s'intéresser à la culture et aux questions de soft power, en général, ils ont privilégié d'autres domaines artistiques, notamment la littérature ou le cinéma, dont il a été question hier, et se sont assez peu intéressés à la musique. Donc, pour ce qui concerne la musique, les travaux pionniers sur le sujet sont venus plutôt des musicologues, et remonte au début des années 2000, et il a fallu attendre encore 10 ans pour que les internationalistes, politistes, et historiens et géographes commencent à s'emparer du sujet. Aujourd'hui, le rôle de la musique comme arme diplomatique suscite l'attention de nombreux chercheurs. Je ne vais pas vous citer tous les travaux sur le sujet. J'ai mis juste ici sur le PowerPoint quelques couvertures d'ouvrages récents qui montrent l'actualité de cette question, à la fois aux États-Unis, où on voit plusieurs publications consacrées notamment au rôle de la musique pendant la guerre froide et à son utilisation par à la fois les Américains et les Soviétiques dans la guerre froide culturelle. On a eu aussi des publications et des colloques qui ont été organisés très récemment en France, à l'Université Paris 1, Sorbonne ou à Sciences Po, autour de ces questions. Au-delà de ces manifestations et de ces publications spécialisées, on voit que la musique est aussi présente dans les pratiques commémoratives, et ça a été le cas notamment à l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, où en France comme en Angleterre, il y a eu beaucoup de manifestations musicales, des séries de concerts sur les musiques de la guerre de 14-18, mais aussi des expositions comme celle-ci qui a ouvert à l'Historial de Péronne tout le cycle des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale. Et exactement au même moment, à la Royal Academy of Music à Londres, on avait aussi une exposition sur les musiques de guerre. Donc, qu'elle soit d'ailleurs perçue comme une arme de guerre ou comme un instrument diplomatique, on le voit, la musique s'invite peu à peu dans les réflexions sur les relations internationales. L'étude de ce soft power musical s'est développée dans 3 directions, et c'est sur ces 3 points que va porter mon intervention aujourd'hui. Tout d'abord, premier axe de réflexion, tout ce qui concerne la circulation des musiciens et des œuvres musicales par-delà les frontières. Deuxième axe, tout ce qui relève des politiques publiques menées par les États ou par les organisations internationales en faveur de la musique, ou tout ce qu'on pourrait regrouper à proprement parler sous le terme de diplomatie musicale ou sound diplomacy. Les Américains utilisent plutôt cette idée de sound diplomacy. En France, je crois que le terme le plus courant est celui de diplomatie musicale. Enfin, troisième axe de réflexion important, la question de la musique en temps de guerre et en temps de paix. Alors, je commence tout de suite par la circulation des musiciens et des œuvres musicales. Le rôle des interprètes, le rôle du mécénat, des industries culturelles, mais aussi la permanence des frontières, qu'elles soient politiques ou symboliques, sont essentiels pour comprendre la place de la musique dans les relations internationales. Et à cet égard, les phénomènes d'exil et de diaspora musicale ont particulièrement attiré l'attention des chercheurs. Pourquoi ? Parce qu'ils ont contribué souvent à la circulation d'œuvres et de genres musicaux par-delà les frontières nationales.
Le XXe siècle et le début du XXIe siècle ont fourni, on le sait, leur lot de musiciens exilés, chassés de leur pays pour leur appartenance religieuse ou nationale ou pour leurs convictions politiques. Des interprètes, des compositeurs, confrontés sous toutes les latitudes à l'autoritarisme politique, ont dû quitter leur lieu de résidence et contribuer ainsi à la découverte de nouveaux genres musicaux. Alors la liste est longue de ces musiciens migrants, aussi bien d'ailleurs dans le domaine de la musique savante, ce qu'on appelle couramment la musique classique, que dans celui des variétés, de la chanson ou du jazz. Nombre de compositeurs ont dû fuir l'Europe centrale au moment de la montée en puissance du nazisme et pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont trouvé pour la plupart refuge aux États-Unis, à l'image par exemple de l'Autrichien Arnold Schoenberg, le père du dodécaphonisme, ou du Hongrois Béla Bartók, qui est mort dans le dénuement le plus complet à New York en 1945. Pour survivre, ces musiciens exilés venus d'Europe centrale ont souvent dû quitter la grande tradition de l'opéra allemand pour se rendre sur la côte ouest des États-Unis et se mettre au service d'Hollywood. Et c'est intéressant, ils ont participé, en écrivant des centaines et des centaines de musiques de films, à créer le nouveau son du cinéma américain dans les années d'après la guerre. Alors le contexte de guerre froide, les luttes pour la décolonisation sont aussi à l'origine de nouveaux exils forcés dans les années 60, comme celui du compositeur grec Mikis Theodorakis, qui a été chassé de la Grèce des colonels et a trouvé refuge en France grâce à une intense campagne de solidarité internationale. On peut penser aussi, dans le domaine des musiques populaires, à la chanteuse sud-africaine Miriam Makeba, qui a été expulsée d'Afrique du Sud en 1959 parce qu'elle avait dénoncé publiquement le régime de l'apartheid, qui a trouvé refuge aux États-Unis, qui s'est mariée aux États-Unis avec le militant activiste afro-américain Stokely Carmichael, une des grandes figures du Black Power, et qui, en raison de ce mariage, a été déclarée persona non grata aux États-Unis et a dû être, encore une fois, expulsée, bannie, et a trouvé refuge dans plusieurs pays africains. Je ne vais pas revenir sur le détail de sa carrière, mais c'est un autre exemple tout à fait intéressant. Alors, bien sûr, on ne peut pas entrer dans le détail de tous ces itinéraires d'artistes traversés par les tourments de l'histoire. J'aimerais juste développer ici peut-être un exemple un peu plus. Il s'agit de celui du pianiste argentin Miguel Ángel Estrella, sur lequel j'ai mené récemment des recherches avec un collègue musicologue, Esteban Bourg. Alors, Miguel Ángel Estrella, ce nom ne vous dit peut-être rien aujourd'hui, mais il a été très connu il y a quelques décennies, très connu pour des raisons musicales, mais aussi pour des raisons politiques. Pour des raisons musicales, car Estrella était l'un des grands pianistes des années 1970 et 1980, connu notamment pour ses interprétations de Bach et de Beethoven. Politique, car il a été arrêté, torturé et emprisonné par la dictature militaire uruguayenne en 1977 en raison de ses opinions politiques. Alors, un petit rappel historique s'impose peut-être ici. À l'époque, on est en 1977, un grand nombre de pays latino-américains, dont l'Argentine et l'Uruguay, vivent sous le joug de régimes militaires qui ont passé entre eux une alliance secrète, le plan Condor, qui vise à réduire à néant tous les opposants politiques de gauche sur le sous-continent. Ce qui inclut aussi des artistes de sensibilité de gauche, comme ce pianiste dont je vous parle, Miguel Ángel Estrella. Et c'est donc dans le cadre du plan Condor que Estrella a été arrêté et détenu en Uruguay pendant plus de 2 ans. Et si finalement il a échappé à la mort, si on a réussi à le faire sortir d'Uruguay et s'il a réussi donc à parvenir en France en 1981 et à
continuer et pouvoir reprendre sa vie d'homme libre et sa carrière musicale, c'est grâce à un intense mouvement de solidarité internationale qui a impliqué de nombreux acteurs dans le monde de la musique classique dans plusieurs pays européens et américains. Dès l'annonce de sa disparition, le monde de la musique classique s'est en effet mobilisé en France, en Angleterre, en Italie, au Mexique, aux États-Unis, et des compositeurs, des interprètes de renom ont commencé à organiser des concerts pour Estrella, à signer des pétitions et à demander, avec vraiment beaucoup d'insistance, sa libération. On a un comité de soutien qui a été créé à Paris, et c'est là que c'est peut-être assez intéressant aussi. Ce comité de soutien a reçu l'appui de nombreux réseaux diplomatiques, le Quai d'Orsay, mais aussi le Foreign Office, l'UNESCO, la Commission des droits de l'homme de l'ONU, et aussi d'ONG comme Amnesty International, le Comité international de la Croix-Rouge, etc., etc. Et grâce à ces puissants relais diplomatiques, grâce aussi à une importante couverture médiatique, le cas d'Estrella est devenu en quelques mois une cause internationale incarnant les combats pour la libération des prisonniers politiques en Amérique latine. Et ce qui est intéressant pour nous aujourd'hui, dans le cadre de cette réflexion un peu globale sur l'idée de soft power, c'est que c'est la musique qui a été mise en avant dans le cas d'Estrella. Estrella n'est jamais présenté par ses défenseurs comme un homme de gauche proche de la guérilla Montoneros argentine. Ce dont l'accusent les militaires et ce qu'il est d'ailleurs. Donc on ne le présente jamais en fonction de ses opinions politiques, mais on le présente toujours comme un pianiste virtuose, comme un musicien qui jouait du Bach aux Indiens d'Argentine, donc qui transmettait une forme de message universel de la musique, sous-entendu la musique classique européenne du XIXe siècle, classique romantique. Et c'est cette image de l'artiste arrêté arbitrairement, torturé, privé de l'usage de ses mains et de son art, et on le voit sur cette pochette du disque qui a été diffusée aussi et commercialisée pendant son emprisonnement, c'est les mains menottées du pianiste. Donc c'est cette image de l'artiste qui émeut l'opinion publique et qui explique l'intensité du mouvement pour sa libération. De cette campagne qui a été inédite, à la fois par le nombre d'acteurs impliqués, par la durée des tractations, mais aussi par la mise en avant de la musique comme incarnation symbolique des droits de l'homme. Et cette campagne, il faut le souligner, a été une réussite. Elle a d'abord permis d'empêcher qu'Estrella soit transférée clandestinement en Argentine et ne vienne grossir la liste des disparus de la dictature. Elle a ensuite permis qu'il bénéficie d'un régime entre guillemets privilégié, puisque dans sa prison en Uruguay, l'ambassadeur britannique a réussi à lui faire parvenir un piano muet, c'est-à-dire un clavier sans son, mais qui lui permettait déjà de continuer à s'entraîner. Et surtout, c'est cette campagne qui a permis la libération d'Estrella et son extradition vers la France en 1880. Et on le voit, c'est plus que l'homme, en fait. C'est bien l'idée de la musique en prison qui est insupportable et qui suscite cette mobilisation internationale et justifie l'engagement de réseaux diplomatiques de plusieurs pays au service de la musique. Donc, c'est ce premier exemple que je voulais vous donner. Deuxième point maintenant et deuxième axe de recherche, tout ce qui concerne les politiques publiques de la musique et cette idée de diplomatie musicale ou de diplomatie sonore. Là, ce ne sont plus les réseaux diplomatiques qui se mettent au service de la musique, mais plutôt la musique et son utilisation pour les intérêts stratégiques des États qui est envisagée. Donc la musique comme arme de persuasion, comme outil permettant de défendre des intérêts sur l'échiquier international. Alors la France semble avoir été l'un des premiers pays à miser sur la musique comme instrument diplomatique.
Dès les années 1920, on le voit, le Quai d'Orsay soutient des tournées internationales de musiciens français par l'intermédiaire de l'Association française d'action artistique, qui est l'ancêtre de l'actuel Institut français, qui œuvre toujours à la diffusion de la culture française à l'étranger. Alors, on voit sur ces images, ces illustrations, certains de ces musiciens qui ont bénéficié de ce programme, dont le pianiste Alfred Cortot et le compositeur Olivier Messiaen, qui ont été envoyés comme des représentants de l'art musical français pour assurer le rayonnement, c'est le terme qu'on employait à l'époque, de la France à l'étranger. Alfred Cortot, qui, en plus de son activité d'artiste, participait aussi au sein du ministère à l'élaboration de cette première diplomatie culturelle française, considérait d'ailleurs que la musique était l'un des plus sûrs moyens de propagande. Pourquoi ? Parce que la musique, et notamment, il pense ici à la musique classique, instrumentale, échappe aux barrières de la langue et pourrait donc facilement atteindre un public étranger. Cortot pensait aussi d'ailleurs que la musique était un domaine d'excellence de la France, avec des compositeurs de premier plan comme Debussy, Ravel ou Fauré, qu'il jugeait bien supérieurs à tous les compositeurs allemands de la même époque, et donc il imaginait que c'était une niche dans laquelle la France avait en quelque sorte tout à gagner. Ceci étant, la diplomatie musicale n'est pas demeurée longtemps l'apanage de la France, et dès l'entre-deux-guerres, les puissances occidentales ont testé le pouvoir de la musique dans le cadre de relations bilatérales ou par l'intermédiaire d'organisations internationales. C'est le cas notamment des États-Unis qui participent à la création d'une division de la musique au sein de l'Union panaméricaine dans les années 30, division de la musique qui est destinée officiellement à promouvoir la fraternité artistique entre tous les pays du continent américain, mais qui, dans les faits, a pour but d'assurer la domination politique et économique, puisqu'il s'agit aussi d'ouvrir des marchés pour les industries culturelles états-uniennes, donc assurer la domination de Washington sur l'ensemble du continent. Donc on a aussi des initiatives qui sont prises à la même époque dans le cadre de la Société des Nations et de l'Institut international de coopération intellectuelle, donc sur le côté européen. Ceci étant, c'est surtout après la Seconde Guerre mondiale, après 1945 et dans le contexte de guerre froide, que se déploient véritablement des diplomaties musicales. On connaît toute l'importance que l'Union soviétique a accordée aux tournées de musiciens pour que les autorités soviétiques considéraient comme une occasion de prouver leur supériorité culturelle sur le bloc de l'Ouest, mais qui constituait aussi pour ces autorités soviétiques un risque, puisqu'il y avait beaucoup de défections au moment de ces tournées, de passage à l'Ouest de certains musiciens. Les États-Unis ont eux aussi investi massivement dans ce soft power musical, notamment sous la présidence d'Eisenhower, quand le département d'État a commencé à organiser de nombreuses tournées, à la fois des tournées d'orchestres symphoniques, mais aussi des tournées d'orchestres de jazz dans des pays dits amis, pour promouvoir donc les intérêts américains. Et ce, grâce à de généreux financements du Fonds d'urgence du président pour les affaires internationales. Alors je cite ce financement parce que on voit à cette époque la musique apparaît comme quelque chose d'urgent, enfin en tout cas, qui peut être financé par ce fonds spécifique du président pour les affaires internationales. Alors, quelques images. Ici, Leonard Bernstein et le New York Philharmonic qui embarquent en 1959 pour réaliser une tournée, non pas dans un pays ami d'ailleurs, mais là au cœur de l'ennemi, puisqu'ils se rendent à Moscou en 1959. Et c'est une expédition hautement symbolique. Il s'agit bien sûr d'aller prouver aux Russes que les orchestres américains sont d'un niveau formidable.
et quelques musiciens de jazz qui ont aussi été employés par le département d'État et envoyés dans des missions de type diplomatique. C'est le cas de Dizzy Gillespie, qu'on voit ici en Grèce. Alors, à chaque fois, il y a des gestes qui sont faits pour montrer la sympathie par rapport au pays visité. Donc là, c'est une pochette de disque. On voit le Dizzy Gillespie qui revêt le costume, un des costumes traditionnels grecs. Et à côté de lui, Louis Armstrong, qui se rend au Congo, toujours avec des financements du département d'État en 1960. Donc on a beaucoup d'exemples de ces tournées. Aujourd'hui, ce qui est plus compliqué, c'est de pouvoir en mesurer l'impact sur les pays étrangers. Du point de vue des États-Unis, on le comprend bien, ces tournées musicales participent d'un projet de type impérialiste. Les concerts doivent permettre de construire une image positive du pays à l'étranger. Ils doivent aussi permettre de renforcer des systèmes d'alliances existants et surtout de faire partager des valeurs jugées américaines face à la tentation communiste. Mais ça, c'est le projet des États-Unis. La question, c'est de savoir quelles sont les réactions du côté des pays récepteurs, des pays qui accueillent ces tournées musicales. Et ça, c'est plus difficile à percevoir. Un élément important quand même à souligner, c'est que ces tournées ne sont pas toujours des succès. Parfois, ça marche. Parfois, au contraire, de vives polémiques éclatent. Et c'est le cas, par exemple, au Pérou, à Lima, où on se plaint que les Américains n'envoient que des musiciens de second rang et que tous les musiciens et tous les bons orchestres soient réservés aux pays européens. Donc ça, c'est une critique qui est envoyée, adressée directement aux diplomates américains. Et de manière générale, les clés d'une diplomatie musicale réussie semblent résider dans la qualité et surtout dans le prestige des orchestres qui sont envoyés. Et c'est ce prestige qui permet aux populations locales de mesurer l'intérêt que leur portent les Américains. Donc, les tournées fonctionnent sur ces publics étrangers si ces publics ont l'impression de recevoir, pour aller vite, le top de la musique américaine. Sinon, on a plutôt la sensation d'être soumis à une simple activité de propagande, et donc il y a un rejet qui peut émaner de certains publics. Donc, j'insiste sur ce point, pourquoi ? Parce que cela montre une chose, à mon avis, importante, qui est que la diplomatie musicale renvoie à une économie internationale du prestige, qui est essentielle dans la construction des réseaux d'alliances et des systèmes d'allégeance. Et c'est la performance, plus que le répertoire qui est joué, qui constitue le cœur de cette politique culturelle, en tout cas dans le cas des tournées musicales. Et ce point est important parce qu'il s'agit sans doute d'une des spécificités du soft power musical par rapport à d'autres domaines culturels comme le cinéma ou la littérature dont je parlais tout à l'heure. La musique n'est pas un objet auquel on pourrait attribuer une signification politique bien définie. C'est plutôt, dans le cadre de la diplomatie culturelle, une pratique qui se joue à des moments précis et qui pose la question de l'interprétation. Autrement dit, les concerts ne transmettent pas des messages clairs. Il s'agit de musique, la plupart du temps, instrumentale, sans parole. Mais ils permettent de nouer des relations, ils permettent de construire des réseaux qui sont fondés sur la coopération. Et c'est la capacité de la musique à construire des interactions sociales, à grande ou à toute petite échelle, qui constitue peut-être l'essence de son soft power. Alors pour finir sur cette partie, parce que je vois que le temps passe, je voudrais juste mentionner un point. Ces diplomaties musicales ne sont pas l'apanage des grandes puissances occidentales, et on voit que très tôt, au XXe siècle, dès les années 60, certaines puissances moyennes, voire des pays très périphériques, s'emparent de cet outil et de cette arme diplomatique. C'est le cas du Brésil, qui finance de nombreux concerts de samba, de bossa nova en Europe, mais aussi au Maghreb, au Moyen-Orient, aux États-Unis, pour essayer d'acquérir une visibilité sur la scène internationale.
politique qui a été poursuivie depuis, notamment sous le gouvernement Lula, quand le musicien Gilberto Gil était ministre de la Culture et qu'il se servait de ses propres concerts pour faire avancer les intérêts stratégiques du pays, et notamment en Afrique de l'Ouest. Donc, on a... en Asie aussi, on aurait beaucoup de choses à dire sur les politiques musicales de la Chine à ce sujet. Mais j'en arrive à mon troisième et dernier point, la musique, la guerre et la paix. Troisième donc, axe de recherche sur le soft power musical, la musique en temps de paix et en temps de guerre suscite aujourd'hui de nombreux travaux. Les marches qui accompagnent les soldats, les chants de résistance, les requiems, les tortures musicales aussi sont au cœur des conflits contemporains. Certaines œuvres ont été créées comme de véritables armes de guerre. C'est le cas de la 7e symphonie de Shostakovich, qui a été créée aux heures sombres du siège de Leningrad en 1942 et qui est devenue un symbole de la lutte contre la barbarie nazie. D'autres épisodes sont moins connus. À New York, en 1943, le chef italien Arturo Toscanini, qui a fui le nazisme et s'est réfugié, le fascisme, pardon, et s'est réfugié aux États-Unis, donc ajoute ce chef des mesures d'un hymne très connu que je vais vous laisser découvrir à l'hymne des nations de Verdi, à l'œuvre originale de Verdi, pour célébrer l'alliance entre les Alliés en temps de guerre. Donc. C'est là le passage. Alors, je passe, je coupe l'extrait, mais vous avez reconnu les premières mesures de l'Internationale, donc interprétées par un orchestre américain dans un programme tout à fait officiel en 1943 pour célébrer l'alliance avec l'Union soviétique dans cette lutte contre le nazisme. Bien sûr, cet enregistrement, on a mis très très longtemps à le retrouver. Pourquoi ? Parce qu'il a été censuré dès 1945 et pendant de longues années, il était impossible de visionner ce passage. Musique comme arme de guerre, mais la musique peut aussi avoir des vertus pacifiques de réconciliation dans les contextes de sortie de guerre ou dans les contextes de fortes tensions internationales. Après la Seconde Guerre mondiale, l'UNESCO décide de créer le Conseil international de la musique pour œuvrer au rapprochement entre les peuples. Comme l'explique le directeur général de l'UNESCO à l'époque, Thorez Bordet, la musique, langage sans parole ni concept, est internationale par excellence. Elle est la preuve et l'expression d'une sorte d'unité de la sensibilité humaine, au-delà des frontières et des idiomes. Alors, l'idée que la musique serait un langage sans parole ni concept est peut-être discutable, mais ce qui est intéressant, c'est la vision de la musique qui est promue ici, une vision universelle qui expliquerait le rôle que doit jouer cet art dans les relations internationales. Là, on a une vision assez idéaliste, mais qui s'accompagne aussi de considérations beaucoup plus pragmatiques, puisque au même moment, donc toujours lors de la création de ce Conseil international de la musique, le représentant brésilien à l'UNESCO, Luis Heitor Correa de Azevedo, qui a été un des grands piliers de cette politique musicale, dit la chose suivante, je résume, puisque les États utilisent la musique dans une optique nationaliste et belliqueuse, les organisations internationales doivent également s'emparer de cet outil. L'UNESCO doit utiliser cette arme dans le domaine des relations culturelles internationales. Autrement dit, la musique peut servir à la guerre, mais la musique peut aussi servir à la paix et elle doit être mise au service de la paix. Et c'est ça l'objectif de la politique musicale de l'UNESCO, de ce Conseil international de la musique, qui promeut de nombreuses initiatives dans le domaine de la création, de l'édition et de l'éducation musicale.
Mais au-delà de toutes ces initiatives, ce sont surtout les concerts, là encore, qui ont le plus marqué les esprits. Et je vous montre ici une image, une photographie qui a été prise en 1958 lors d'un concert qui a eu beaucoup de retentissement à l'époque, où on jouait ensemble 3 musiciens, donc 2 violonistes, un russe, David Oistrakh, l'autre juif américain, Yehudi Menuhin, et le sitariste indien, Ravi Shankar, qui a beaucoup œuvré dans ces programmes musicaux de l'UNESCO, contribuant d'ailleurs à une reconnaissance nouvelle de la musique indienne à l'international après la Seconde Guerre mondiale. Il y avait à l'époque d'ailleurs tout un programme Est meets West sur le projet Orient-Occident qui était porté par l'UNESCO, et Yehudi Menuhin et Ravi Shankar ont été les porte-drapeaux de ce projet dans le domaine musical. Ils ont enregistré des disques ensemble, fait de nombreux concerts, etc., etc. Donc, on a ici une belle image d'entente internationale par la musique. Mais il faut savoir que derrière cette belle image, les intérêts politiques ont toujours été présents. La création même du Conseil international de la musique a été soutenue financièrement par les États-Unis. Pourquoi ? Pour éviter que les compositeurs européens, dévastés par la guerre, ne tombent dans l'escarcelle communiste. Autrement dit, c'était une sorte de plan Marshall pour la musique qui a été mis en place à l'UNESCO dans cette fin des années 1940. Et par la suite, ce Conseil international de la musique a été l'objet de nombreuses tensions, toujours dans ce contexte de guerre froide, notamment dans les années 70, quand Yehudi Menuhin, qui était devenu président du Conseil international de la musique, s'est engagé en faveur des dissidents soviétiques et de Rostropovitch, qu'on a vu au début de la présentation. Alors plus récemment, et j'en finirai par ce point, d'autres initiatives ont vu le jour qui sont portées par des individus, par des musiciens, plus que par des États ou par des organisations internationales. C'est le cas des initiatives menées par le chef d'orchestre Daniel Barenboim et, avant sa mort, par l'intellectuel palestinien Edward Said, qui ont fondé le West Eastern Divan Orchestra, un orchestre composé de jeunes musiciens israéliens et arabes, dont le but est de promouvoir la paix au Moyen-Orient. Donc l'initiative est un pari risqué. Il est difficile de déterminer les conséquences à long terme. C'est un orchestre qui a quand même rencontré beaucoup de difficultés pour sa mise en route, mais connu aussi un certain nombre de succès, notamment avec un concert à Ramallah en 2005 qui a été diffusé et qui a constitué un événement important. Et c'est un orchestre qui tourne dans les capitales européennes, américaines, dans le monde entier, qui est victime aujourd'hui des évolutions récente du conflit israélo-arabe qui pèse vraiment sur le devenir de la formation, ne serait-ce que pour des raisons très concrètes de passeport pour les différents musiciens de cet orchestre. Donc, on ne sait pas trop ce que l'orchestre va devenir aujourd'hui, mais la démarche demeure cependant profondément originale, avec cette idée que là où la diplomatie n'existe plus, la musique pourrait être peut-être un dernier recours pour faire partager des émotions esthétiques et pour reconnaître chez l'ennemi une part d'humanité.